Bonjour à toutes et à tous. Voilà les 10 heures pétantes. D'abord un grand plaisir de vous retrouver, toutes et tous, et aussi l'occasion en ce 14 janvier de présenter nos vœux à tout le monde, et de vœux de santé surtout. Je crois que ça sera l'essentiel pour beaucoup d'entre nous. Au nom de l'UNEP, bonjour à toutes et à tous. On va donc aujourd'hui, durant la matinée, entre 10h et midi, parler du fascicule 35, du nouveau fascicule 35, qui va être l'objet de nos conversations, discussions, échanges des 2 prochaines heures. Avant de vous présenter à la fois le canevas, le déroulé de cette matinée et les intervenants, je me présente en quelques mots. Donc, Benoît Barbedel, je suis rédacteur en chef de Newstank Cities et on a le plaisir, de travailler avec notamment l'UNEP, sur cet événement qui n'est pas le premier, puisqu'on en a fait, pour ceux qui ont de la mémoire, un précédent, donc sur le fascicule 35. Alors, je vais profiter, on va faire un petit tour d'écran, et puis après, je vous dirai un petit mot sur le canevas et les 4 grands chapitres qui vont structurer notre matinée d'échange. Donc, on va faire le tour d'écran pour nous présenter. Donc, je commence par Monsieur Denis Bigot de l'AITF, qui va nous faire un signe de la main. Voilà, bonjour Denis. Ensuite, Pascal Goubier, donc président d'Ortis. Bonjour Pascal. Bonjour. Ensuite, Maître Sylvain Salle du cabinet Axon. Bonjour Maître, merci. Bonjour à tous. Jean-Marc Sipan de l'UNEP. Voilà. Bonjour. Jean-Marc est là. Bonjour. Et enfin, Olivier Striblen, donc de la FFP. Olivier est avec nous. Bonjour à tous. Voilà, donc vous avez là l'ensemble des intervenants avec qui nous allons pouvoir échanger. 2 informations à vous donner avant de démarrer. La première information, c'est qu'on va donc dérouler cet événement sur 4 grands chapitres. Le premier, c'est qu'est-ce que le fascicule 35? Pour ceux qui ne le sauraient pas, on va le rappeler. Ce qu'est le fascicule 35, la genèse et la définition de ce fascicule. Ensuite, en point 2, on aura que contient le fascicule. Et là, on rentrera dans le détail. Point 3, comment appliquer ce fameux fascicule. Et là, on rentrera dans des sujets très concrets. Et enfin, en point 4, qu'en est-il de la réception et des garanties mises en place. Autre point important, et puis ensuite nous allons démarrer, c'est que, évidemment, nous avons prévu, les échanges vont durer à peu près 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, mais on a prévu une bonne demi-heure d'échanges en questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, vous avez un onglet questions qui apparaît en bas à droite de vos écrans. Alors, je dois le dire, nous sommes à la fois très surpris et très heureux. Il y a plus de 400 inscrits à ce webinaire, donc ce qui est un vrai succès, on peut le dire. C'est remarquable. Donc, plus de 400 inscrits, ça veut dire que, évidemment, le fascicule 35 et ce sujet-là intéressent beaucoup de professionnels. Ça légitime aussi l'événement. Donc, il est important qu'il y ait des échanges. Donc, il y a un onglet questions. Vous pourrez poser vos questions sur ce fil questions. Certaines, pour les plus basiques, on va dire, il y aura des modérateurs pour y répondre. Et puis, certaines d'entre elles seront gardées pour la fin, dans le temps d'échange que nous avons prévu, à partir de 11h15, 11h30, pour aller jusqu'à midi. Voilà. Fascicule 35. Aménagement paysager, aires de sport et de loisirs en plein air. Donc, les organisateurs, le groupe de travail, les logos apparaissent ci-dessous, en effet. Donc, ça a été le groupe de travail. Et ensuite, voilà ce que nous devons voir. Donc, les intervenants, nous les avons présentés. Très bien. Et enfin, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, attendez. Le point 3, on va dans le vif du sujet, voilà, la genèse et la définition, donc le fascicule 35. Je donne donc la parole pour cette première intervention à Maître Sylvain Salle. Voilà. Bonjour à tous. Alors, le fascicule 35, on va en discuter. Bien évidemment, vous imaginez bien qu'il y a une dimension fortement juridique, puisque c'est un document qui va s'intégrer dans nos futurs marchés.
bien évidemment. Alors, le fascicule 35, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une division du cahier des clauses techniques générales, le CCTG, que l'on connaît dans tous nos marchés, marché public de services, travaux, fournitures. C'est effectivement donc le CCTG de génie civil qui permet précisément, le terme qui permet d'institutionnaliser un niveau de qualité des différentes prestations réalisées dans le secteur des travaux paysagers. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur la dimension juridique, le fascicule 35 a la même valeur qu'un CCTG, vous voyez, pour en reparler sur la hiérarchie des normes, même valeur qu'un cahier des clauses techniques général, qui vient effectivement venir encadrer ou chapeauter un marché. Après, comme vous le savez, bien évidemment, il peut y avoir des précisions, dérogations, des modifications qui sont apportées pour chaque marché spécifique par le CCTG. Donc voilà la grande nouveauté de ce fascicule 35. C'est effectivement une version nouvelle par rapport à celle de 99. La version précédente datait effectivement de 1999 par un décret. Bien évidemment, si on fait un petit peu de généalogie et d'histoire, il y en avait encore un précédent de 78. Celui de 99, les causes, les raisons et les motifs de cette nouvelle version du fascicule, c'est bien évidemment celui de 99. C'est un document d'abord qui était peu lisible. On verra tout à l'heure, il y avait énormément de pages, on a réduit quasiment par 3 le nombre de pages aujourd'hui. Il était peu connu aussi, ça c'est, vous voyez, c'était des choses, évidemment très traditionnellement la commande publique c'est entre guillemets démocratisé, en tout cas les gens ont pris davantage connaissance, même ceux qui l'utilisent au quotidien. Et puis c'était un document, celui de 99, qui n'était pas adapté aux évolutions du métier qu'il y a eu bien évidemment, vous imaginez, de 99 à maintenant, sur l'aspect technologique, sur l'aspect relationnel. Il y avait aussi un point très essentiel, et ça c'est un point fondamental qui est arrivé avec ce fascicule 35 nouveau, c'est que dans celui de 99, il n'y avait pas de détails de prestations. Donc, pas de garantie d'un juste prix. Donc, bien évidemment, ça posait un gros problème. Et donc, aujourd'hui, nouveau document. Alors, quand je dis nouveau document, bien évidemment, ce n'est pas un nouveau document, ce n'est pas quelque chose qui sort ex nihilo, mais c'est une transformation véritablement profonde de l'existant. Donc, voilà, le point essentiel aussi, c'est que celui de 99 avait un gros retard, si vous voulez, de l'ancien fascicule 35, notamment au regard de la nouvelle réglementation, bien évidemment, zéro phyto. Voilà. Merci, maître. On va continuer sur ce chapitre, sur la genèse et la définition avec Jean-Marc Sipan, donc de Lunettes. Jean-Marc, l'idée, c'était aussi de mettre en avant que cette nouvelle version est née d'une démarche et d'une démarche collaborative active. Oui, déjà, comme Maître Salle l'a dit, les méthodes de travail des professionnels du paysage depuis 1999 ont bien évolué pour être beaucoup plus respectueuses de l'environnement et répondre aux attentes actuelles. Et dès 2017, l'UNEP a fait le tour des ministères pour avoir l'accord de réécriture de ce fascicule 35. À la suite de ça, on a créé un groupe de travail composé de l'ensemble des acteurs de la filière, du maître d'ouvrage avec Ortis et l'ITF, des maîtres d'œuvre avec la FFP et des paysagistes réalisateurs avec l'UNEP et aussi le ministère de la Transition écologique. Ainsi, on peut parler d'un référentiel commun. Mais le fascicule 35 est à destination des autres professionnels qui sont amenés à travailler sur le paysage, les donneurs d'ordre privés, tels que les aménageurs par exemple, mais aussi les maîtres d'œuvre tels que les urbanistes, les bureaux VRD, les géomètres. À nous tous d'en faire la promotion auprès de ces acteurs qui sont peut-être moins à même de suivre par exemple le webinaire. Il s'adresse aussi aux futurs paysagistes. Et là, c'est la DGER qui se charge de transmettre le fascicule 35 aux enseignants pour qu'ils en fassent bon usage auprès des étudiants. Est-ce qu'il a été prévu ou avez-vous prévu dans les 2 ou 3 ans une évolution de l'application du fascicule 35 ou une mise à jour régulière? Alors, une mise à jour régulière, c'est pas possible puisque c'est quand même bon, quelque chose qui doit se faire avec les ministères, qui doit apparaître au journal officiel, etc. Là, pour avoir rien que la signature pour que ça puisse paraître au journal officiel dans les ministères, ça a demandé plus d'une année. Donc, par contre, évidemment, dès que les professionnels estimeront que les pratiques et les réglementations auront évolué et que le fascicule 35 sera
ne sera plus en conformité avec les pratiques et évidemment, il y aura une nouvelle révision du fascicule 35. Ok. Alors, ce document, il y a des objectifs. Hein, le groupe, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Maître Salle et là Jean-Marc à l'instant, des objectifs. Quels sont-ils finalement? Est-ce que vous pouvez nous préciser les objectifs généraux de ce fascicule, de ce nouveau fascicule, Maître Salle là? Oui, alors, comme tout document à caractère cahier des clauses techniques générales, bien évidemment, on pourrait faire une analogie avec les CCAG, dont vous connaissez la nouvelle parution en avril 2021. C'est un document en réalité qui va intéresser plusieurs protagonistes dans la commande publique, avec trois grandes lignes directrices et trois volontés majeures. Première chose, c'est la volonté de guider. Guider, parce qu'effectivement, c'est pour guider les maîtres d'ouvrage, bien évidemment, les acheteurs, que ce soit publics ou privés, les guider dans effectivement la concordance entre leurs besoins et ce qu'ils peuvent attendre, effectivement, et ce que les prestataires peuvent leur donner. Donc, vous voyez, il y a une forme pour les guider, les orienter sur la définition de leurs besoins. Guider les maîtres d'ouvrage, guider également les maîtres d'œuvre, bien évidemment, et vous parliez tout à l'heure, en effet, potentiellement des paysagistes concepteurs qui, bien évidemment, vont s'emparer de ce document pour pouvoir rédiger les lots, pour rédiger les CCTP, bien évidemment, et puis les entreprises, c'est-à-dire pour le coup dans le tissu concurrentiel, toutes les entreprises qui interviennent dans ce secteur, dans notre secteur qui nous concerne aujourd'hui paysager, dans le cadre évidemment de la procédure d'achat à la fois public et privé. Eh bien, vous voyez, comme vous le voyez, ça concerne vraiment ces trois protagonistes à l'opération, le maître d'ouvrage, le donneur d'ordre, les maîtres d'œuvre, c'est-à-dire les chefs d'orchestre, ceux qui vont écrire, rédiger, surveiller le suivi des prestats, et puis bien évidemment les entreprises qui sont entre guillemets les constructeurs ou les prestataires. Pour guider effectivement, pour pouvoir donner une précision compte tenu de chaque prestation dans sa nature, dans ses exigences qualitatives, spécifications techniques, tout en répondant au plus près aux enjeux. Et évidemment, vous l'avez compris, on a parlé tout à l'heure des zéro-phyto, aux enjeux actuels environnementaux. Deuxième élément essentiel de ce fascicule, qui vient apporter beaucoup de choses, c'est l'accompagnement. Accompagnement, parce que là, on pourra en parler dans son contenu. Je vous ai dit tout à l'heure, on a vraiment réduit le nombre de pages. Et en fait, avec cette réduction, cette rationalisation du nombre de pages, ça a apporté bien plus de pédagogie, pour les trois personnes que l'on vient de voir, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise, pédagogie pour bien comprendre ce qui est attendu, la volonté objective d'élever le niveau, évidemment, de qualité des prestations. Donc, c'est un document d'accompagnement pour la pédagogie. Il est bien plus intelligible. Tout à l'heure, on parlait de celui de 99 qui manquait cruellement et qui était un petit peu opaque, difficile à comprendre, comme pas mal de documents de l'époque, comme les CCAG d'ailleurs. Donc, un document plus pédagogique, plus intelligible, pour accompagner l'ensemble des acteurs du secteur paysage. Troisième élément et troisième caractéristique majeure et intéressante de ce nouveau fascicule, c'est bien évidemment l'uniformisation. Uniformisation parce que là, pour le coup, c'est un élément qui va permettre, à travers sa meilleure lisibilité d'ailleurs, ça va permettre de créer un référentiel commun pour toute la filière du paysage. Et vous voyez, toute la filière du paysage, c'est intéressant parce que je vous l'ai dit, il y a le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, il y a évidemment les nouveaux maîtres d'œuvre que sont les paysagistes concepteurs, et puis vous avez les entreprises qui vont pouvoir se caler sur un niveau de qualité des prestations qui est demandé, et tout cela, c'est dans ce fascicule 35. Donc vous le voyez, au final, à travers ces trois exigences et ces trois caractéristiques guidées, accompagnées, uniformisées, le fascicule 35 nouveau aujourd'hui, par sa rationalisation, son intelligibilité, c'est un véritable guide vert de la commande publique et bien évidemment privé, aujourd'hui sans aucun problème, qui a été validé par arrêté ministériel. Je vais vous poser une question, maître, mais depuis qu'il est sorti, le texte est officiel, est sorti au JO, quelles sont les 2 ou 3 questions qui reviennent le plus souvent pour vous? Moi, ce que je vois, c'est que sur l'aspect juridique, c'est son applicabilité d'un point de vue temporel, d'un point de vue matériel. Par exemple, à partir de quand doit-il s'appliquer? Et puis, il y a également aussi, doit-il s'appliquer dans son intégralité ou peut-on piocher? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le maître d'ouvrage, quand il rédige son CCTP, il peut aller prendre certains éléments présents dans le fascicule et pas d'autres. Vous voyez? Et donc voilà, globalement, c'est logique. Hein. En général, quand un nouveau texte juridique intervient, vous avez ces questions de temporalité, les questions d'exhaustivité matérielle. Voilà les premières questions qu'on nous pose. D'accord. Merci. Pardon? Sur l'aspect strictement juridique. Hein. Juridique, bien sûr. Oui, oui. Okay. Là, dans les objectifs du fascicule 35, il y a la valorisation du paysage, hein, et notamment vers tendre, comme on l'a précisé, vers des pratiques plus environnementales. Avec vous, Denis Bigot, est-ce qu'on peut entrer dans le détail de cette question des paysages et de la valorisation du paysage?
Oui, tout à fait. Enfin, comme ça a pu être dit, les anciens fascicules étaient assez anciens, donc il était nécessaire un petit peu de se mettre à jour à la fois des règles, des aspects réglementaires, mais aussi des pratiques sur la partie environnementale, que l'aménagement paysager puisse voilà, pleinement intégrer et respecter l'environnement dans les attentes aujourd'hui que les habitants ont de nature en ville, et aussi que l'aménagement paysager soit comme il doit l'être, vraiment la vitrine de l'aménagement et de la gestion durable. Donc pour ça, il y a deux grands aspects qu'on peut mettre en avant. Tout d'abord, par rapport peut-être au précédent fascicule qui s'intéressait essentiellement à la partie mise en œuvre de chantier, ce nouveau fascicule, cette nouvelle version, propose réellement d'intégrer les problématiques environnementales et s'intéresser au sujet dès la conception, voilà, pour avoir des actions plus vertueuses et pérennes, puisque on sait tous que la conception est une part extrêmement importante de la prise en compte dans l'environnement dans les projets. Voilà. Évidemment aussi, il prend en compte les nouveaux enjeux environnementaux, donc on peut citer la réduction de l'usage des produits phytosanitaires, qui est appliquée donc, là, depuis la mise en œuvre de la loi Labbé, mais aussi la préservation des sols, qui est un enjeu fort et qui n'était pas évident ces dernières décennies. Et donc aujourd'hui, la préservation de la ressource en sol est bien mise en avant, à la fois par l'exigence de fournir des analyses de sol dès la programmation des travaux, des recommandations pour adapter au mieux les plantes à leur milieu climatique, mais aussi au sol, de conserver un sol perméable, d'exiger aussi des plans de terre dans la réalisation de la conception, et aussi dans les techniques de gestion qui favorisent un sol pérenne. Je vais vous poser la même question qu'à Maître Salle il y a quelques secondes. Depuis la sortie du document et son officialisation, si je puis dire, au JO, quelles sont les questions ou les points qui remontent au sein de la ITF notamment? Alors, dans les questions qui remontent, il y a toujours le sujet qu'on voit après de la garantie des plantations, qu'on va voir. On verra en effet tout à l'heure. C'est un sujet qui est toujours extrêmement important et qui a été source de débat entre les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et puis les entreprises depuis le fascicule de 99. Et aussi des questions, oui, dans quelle mesure aujourd'hui le nouveau fascicule intègre, ce qu'on vient de dire, les pratiques environnementales que les différents aménageurs et services espaces verts pratiquent depuis plusieurs décennies maintenant. D'accord. Alors, le point suivant, c'était et là on va le faire avec Pascal Goubier, président d'Ortis, et aussi Maître Salle, c'est en effet les objectifs d'aide à la définition du besoin de la maîtrise d'ouvrage, qui a été évoqué tout à l'heure, avec le guide de la commande publique. Pascal Goubier, précisez-nous un petit peu le sujet sur ces objectifs qui concernent la maîtrise d'ouvrage. Voilà, tout à fait. L'idée est bien, dans ce fascicule 35, d'avoir un même vocabulaire, d'avoir un langage commun et d'avoir un outil vraiment partagé sur toute la chaîne d'organisation du travail concernant la création et la gestion des espaces verts, et que c'était vraiment quelque chose aussi de nécessaire du fait que les collectivités recourent certainement de plus en plus à des prestations réalisées par les entreprises privées. Font peut-être un peu moins de régie qu'elles ne l'ont fait par le passé, donc ont besoin de ce type de documents. Et donc ce guide de la commande publique, il permet aux maîtres d'ouvrage non seulement de mieux définir les besoins en matière de prescription technique, il y a un détail plus fin dans ce fascicule 35, d'accompagner la description des projets dans leur exhaustivité et à chacune des phases, et de formaliser le besoin avec donc un vocabulaire commun entre l'entreprise qui réalise, les donneurs d'ordre et l'ensemble des prestataires. Et puis, donc, il a une approche renouvelée concernant l'achat public, avec notamment l'utilisation de la démarche du sourcing. Et Maître Salle, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu sur cette démarche du sourcing, voilà, son fondement et comment on peut l'utiliser à bon escient? Voilà, alors le sourcing, c'est un terme, vous l'avez compris, anglo-saxon. On avait essayé de parler de sourçage, vous voyez, plus à la canadienne. Et en réalité, le terme qui a été retenu par l'ordonnance du 23 juillet 2015, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui a transposé les directives européennes pour fonder le nouveau code de la commande publique actuelle,
Le terme qui a été retenu, c'est étude et échange préalable. Alors, vous voyez, cette approche, cet idiome qui est plus détaillé, en réalité, c'est, on connaît un peu ce sujet, c'est le fait pour un maître d'ouvrage, un acheteur public, d'aller se renseigner sur le tissu concurrentiel, sur les produits catalogues, avant le lancement de son marché, de se renseigner sur l'existence d'un produit qui pourrait satisfaire son besoin. Et donc, le sourcing, étude et échange préalable, c'est le fait pour un acheteur public d'aller effectivement consulter de façon très informelle un ou plusieurs opérateurs en leur disant voilà le projet que j'ai en vue, que ce soit fourniture, services, travaux, par exemple création paysagère, voilà un petit peu l'idée que je souhaiterais. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que ces produits sont compatibles? Est-ce que ces process sont compatibles? Et ça va même jusqu'à, aujourd'hui je le vois, ça va même jusqu'à ce que les potentiels soumissionnaires, en tout cas les opérateurs économiques sur le marché consultés dans cette démarche, produisent presque un pré-programme avec une échelle très large, vous voyez, un pré-programme. Et fort de cela, les maîtres d'ouvrage vont pouvoir rédiger leur cahier des charges, leur programme, et ensuite en aval, lancer la procédure. Voilà un petit peu ce qui est effectivement le sourcing qui a été institutionnalisé textuellement aujourd'hui par l'ordonnance de 2015, comme on vient de le voir, et puis aujourd'hui dans le code de la commande publique. Donc aujourd'hui, c'est une démarche, entre guillemets, légalisée, en tout cas institutionnalisée par le code. Voilà ce qu'est le sourcing. Merci Maître. En effet, ce point était remonté très fort. Alors, sur le point suivant, c'était de rappeler, il était important peut-être à ce moment de nos échanges là, du webinaire, de rappeler aussi les objectifs généraux finalement du fascicule 35 et qui structurent finalement le document et qui sont aussi la raison d'être et sa raison d'être. Et là sur ces objectifs généraux, je vous laisse la parole, Denis, puisqu'il y en a 3 principaux. Hein, c'est ce que l'on voit évidemment à l'écran. Donc Denis Bigot de l'AITF. Oui, donc on a des objectifs environnementaux qu'on a déjà un petit peu évoqués tout à l'heure. Donc le respect de la biodiversité, qui passe par une prise en compte de l'existant, de la ressource en sol, des milieux existants, sur lesquels le fascicule 35 incite à tenir compte. Également, on l'a évoqué sur l'application des règles sur les produits phytosanitaires, mais aussi par une meilleure conception des plantations qui favorise le maintien, voire le développement de la biodiversité. Ensuite, c'est de garantir évidemment des ouvrages durables, et ça avec un vrai souci de qualité qui a animé la rédaction du fascicule 35, et en prenant bien en compte le fait qu'il y a une part de vivant dans ce qu'on réalise en aménagement paysager, et que c'est ça qui fait aussi la spécificité de nos métiers. Ensuite, des objectifs qualitatifs. Donc voilà, on l'a évoqué là Denis Bigot. Ah, c'est ça, on a perdu. J'ai l'impression qu'on a perdu Denis, non? Grands acteurs de la filière, ce qui n'était pas une évidence. Moi, j'ai vraiment appris. Alors, on a un petit souci de son et d'image avec Denis. Est-ce que quelqu'un peut prendre le relais? Le temps de… Voilà, ça, c'est les joies du direct et de la technique, c'est que là, nous avons perdu Denis, donc il va se reconnecter. Oui, on en était aux objectifs qualitatifs. Donc, oui, tout à fait, sur la partie qualitative, en effet, oui. Voilà, de permettre de renforcer l'exigence de la qualité et d'assurer la pérennité des projets. C'est quelque chose qui est une notion forte maintenant aussi autour de ce fascicule 35. Et puis d'améliorer la lisibilité et la prévisibilité de la rémunération des entreprises. Le détail des différentes parties de ce fascicule 35 permet effectivement de mieux cibler ça que ne le faisait le prédécesseur. Et puis les objectifs plus pratiques, un fascicule 35 qui a diminué de moitié en épaisseur par rapport au précédent, donc quelque chose d'assez facile à lire. Voilà, un trajet TGV Paris-Lyon permet largement de le lire correctement. Ouais. Certainement d'éviter les contentieux puisque beaucoup de choses sont définies d'une façon plutôt plus simple et relativement détaillée. Et puis d'anticiper les missions d'entretien des espaces verts
sur toute la partie finalisation notamment, mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus loin, je pense. Un peu plus loin. J'avais une question pour Denis, mais peut-être que tout à l'heure on a été mis en avant le travail collaboratif finalement et comment dire ce travail de groupe qui a permis finalement la sortie du nouveau fascicule. Est-ce que sur ces objectifs-là finalement il y avait consensus et convergence de vues? Peut-être Olivier ou Jean-Marc. C'est une question ouverte, en effet. Ouais. Oui, non, je pense que je peux répondre. C'est vrai que dès le départ, on a fait un petit point des difficultés de l'ancien fascicule et tout le monde était un peu d'accord sur l'analyse de ce qui posait problème. Et à partir de ça, ça a permis de faire consensus et puis ensemble des acteurs, avec l'ensemble des acteurs, de régler ces problèmes et de faire en sorte que nos fascicules les règlent. C'est ce qui a guidé la conduite du nouveau fascicule. Et là, moi, personnellement, j'étais très agréablement surpris et très enthousiaste de travailler avec l'ensemble des partenaires, puisque on a travaillé dans une bonne ambiance et dans une volonté commune de répondre, comme ça a été dit, aux enjeux environnementaux, aux nouveaux enjeux environnementaux, mais aussi aux enjeux qualitatifs. Et ça, tout le monde était participé, tout le monde était sur cette finalité. Merci. Alors, on a retrouvé Denis. Denis, on a balayé les trois grands objectifs généraux, à la fois environnementaux, qualitatifs, pratiques, avec notamment Jean-Marc et Pascal. Peut-être un mot, Denis, sur ces. Voilà, on vous a retrouvés, donc vous pouvez reprendre la parole. Il n'y a pas de souci. Non, mais j'imagine que Jean-Marc a conclu. Oui. Désolé, ma connexion a sauté, donc. Pas de souci, Denis. Bon, enfin, vous êtes avec nous là, c'est l'essentiel. Merci. Alors, on va passer au chapitre, le deuxième grand chapitre de ce webinaire sur que contient le fascicule. Alors, je pense qu'on l'a déjà un petit peu évoqué quand même pendant les 25 premières minutes, mais là, on va rentrer un peu plus dans certains détails. Et l'idée, c'est de continuer avec vous, Jean-Marc, donc sur notamment la structuration du fascicule et ses annexes. Oui, alors, comme ça a été dit, on voulait un document simple qui ne rebute pas les acteurs et que ce soit assez facile d'utilisation. Donc, voilà, lisible. Et donc, il a été structuré en trois parties déjà. Les fournitures, puisque évidemment, tout ce qui concerne les travaux du paysage, là aussi, avec une forte recommandation ou même des obligations sur des choix respectueux de l'environnement. Après cette partie sur les fournitures, évidemment, on a la deuxième partie concerne les travaux de création qui se déroule, enfin l'organisation du fascicule est déroulée dans l'ordre chronologique des réalisations de travaux, avec un sommaire qui est très facile. Et puis, comme le disait Maître Salle, on peut aller chercher la partie où on se pose une question très facilement à partir du sommaire. Cette partie de travaux de création comprend les travaux qui accompagnent les 2 premières années, ces travaux de suivi de création. On va y revenir après. Et enfin, la troisième partie, les travaux d'entretien. Voilà, qui prennent aussi, là aussi, avec une évolution sur le respect de l'environnement et les nouvelles règles qui s'appliquent. Enfin, il y a une annexe qui reprend les normes référentes auxquelles le fascicule 35 fait référence. Voilà, comment c'est articulé. Ok. Plus facile à lire. Est-ce qu'il a été, petite question annexe, mais plus facile, plus lisible, plus simple à comprendre? Est-ce que cette simplicité recherchée, elle a été facile à écrire, si je puis dire? Oui, puisque déjà l'ancien fascicule, il y avait 2 colonnes. Il y avait une partie qui donnait qui donnait la règle, en fin de compte, et il y avait une colonne d'explication.
Mais c'était compliqué à lire. Là, on lit le document, je ne vais pas dire comme un policier, mais dans un ordre chronologique, et c'est assez facile. On retrouve les pratiques, ce qui concerne les travaux du paysage. Donc, on l'a pris dans l'ordre chronologique de réalisation des travaux, en essayant de rien oublier et en brossant un petit peu toutes les tâches qui étaient à prendre en compte. Ok, merci. Alors, sur la partie qui va être, et pour les personnes qui nous écoutent là ce matin, évidemment, le point important, c'est comment appliquer ce nouveau fascicule. Et là, on va rentrer dans le dur, si je puis dire, dans le concret. Et d'abord de rappeler évidemment son entrée en vigueur et le champ d'application. Et là, je laisse logiquement la parole à Maître Salle. Voilà, alors vous voyez, tout à l'heure, on parlait effectivement des premières questions juridiques qui ont émergé. Le fascicule 35, donc comme on l'a dit, juridiquement, c'est à valeur réglementaire, c'est applicable au marché dont l'avis d'appel public à la concurrence est lancé, attention, postérieurement à son entrée en vigueur, c'est-à-dire à compter du 16 octobre 2021. Par conséquent, il y a vraiment un marqueur temporel, c'est que tous les marchés postérieurement au 16 octobre 2021 doivent être soumis effectivement au nouveau fascicule 35. Donc ça, c'est la mise en application temporelle. D'accord. Ensuite, ce fascicule 35, c'est évidemment un document contractuel. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en réalité qu'il n'est pas d'ordre public, c'est-à-dire qu'il ne s'applique que si on le mentionne dans les documents. D'accord. C'est vraiment, pour certains, je pense que vous connaissez ces sujets-là, c'est la même méthodologie d'application que les CCAG, c'est-à-dire que les cahiers des clauses administratives générales, fourniture, services, rente ou travaux. Par conséquent, il faut s'y soumettre, et pour s'y soumettre, il faut le mentionner contractuellement. D'accord? Donc, c'est vraiment un document de valeur contractuelle dans les documents, et il faut qu'il soit précisé dans, vous savez, quand on reçoit les documents de consultation des entreprises du maître d'ouvrage, vous avez la liste des documents qui va régir le marché. Il faut que ce fascicule 35, il soit expressément référé. Ensuite, bien évidemment, vous avez dans le document spécifique du marché, vous avez le CCAP. Le CCAP, comme vous le savez, c'est la version spécifique à un marché donné du CCAG. Et le CCAP, bien évidemment, comme vous l'envisagez pour chaque marché, prévoira classiquement un ordre de priorité des pièces, des documents contractuels, qui permettent justement d'éviter tout conflit d'intérêt ou toute divergence ou toute discordance entre mentions ou dispositions présentes dans les documents, qui va nous dire en réalité, c'est ce document qui prime sur un autre, c'est l'échelle de valeur. Et donc, lisez bien dans les CCAP l'article qui va préciser quelle est la valeur dans l'ordre de priorité des pièces de ce nouveau document, fascicule 35. Voilà un petit peu. Et puis, évidemment, autre point qu'on nous pose souvent, c'est ce fascicule 35, bien évidemment, il peut tout à fait être applicable tant au marché public, naturellement, qu'au marché privé de travaux, dès lors qu'il s'y réfère encore une fois. Vous voyez, par comparaison, comme vous savez, le cahier des clauses administratives générales qui s'applique aussi sur les dispositions administratives, eh bien, en général, il s'applique au marché public, mais rien n'interdit à ce qu'un maître d'ouvrage privé utilise aussi le CCAG dès lors qu'il s'y réfère expressément dans le contrat. Donc, vraiment, une attention particulière doit être portée, c'est que aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille, c'est que lorsque dans les nouveaux appels d'offres, vous avez la présence et vous souhaitez, ou en tout cas vous êtes satisfait d'utiliser la nouvelle version du fascicule 35, il faut vraiment avoir pris connaissance, donc on en parlait tout à l'heure, une lecture qui peut se faire entre Lyon-Paris, c'est assez intéressant, connaissance du document parce que pour le coup, ce n'est pas qu'un simple toilettage, il y a vraiment des changements majeurs avec la version ancienne que l'on connaissait, que l'on pratiquait, juste un élément, ne serait-ce que pour les travaux qui sont post-plantation. Il y a vraiment des choses très différentes aujourd'hui, des facilités qui sont apportées aux entreprises. Donc, vraiment, là-dessus, c'est vraiment important d'avoir une vraie connaissance de ce document. Dans le champ d'application que vous évoquez, depuis le 16 octobre, est-ce que vous pouvez déjà faire un petit bilan? Est-ce qu'on y fait référence? Enfin, est-ce que ce document est rentré dans les habitudes? Ça commence, pour tout vous dire, vous savez, dans la nouvelle application, je pourrais vous parler par analogie avec le CCAG Travaux. Ouais. Aujourd'hui, comme vous le savez, il était attendu depuis pas mal de temps, le fascicule 35, donc les gens étaient un peu avertis. Pour autant, moi, ce que je constate, et j'en parlais fin novembre, les maîtres d'ouvrage ne s'en sont pas encore totalement emparés. Et je ne vous cache pas que j'ai vu encore des cahiers des clauses
qui mentionne encore l'ancien. Donc, c'est un début. Aujourd'hui, on est en janvier 2022. Imaginez bien que, vous voyez, 16 octobre, on va dire, allez, début novembre. Ensuite, comme vous le savez tous, il y a eu la période décembre. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on est quand même au début de la nouvelle ère, si l'on peut dire. Merci Maître. Alors, dans l'idée notamment son articulation avec le CCP, qui est évidemment un point important. Je crois que c'est Olivier Striblen qui va nous faire l'explication et un peu le détail de cette articulation. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, tout ce qui vient d'être dit, le fascicule 35 est la règle de base, on va dire. Mais évidemment, dans nos marchés, en tant que paysagiste concepteur, on peut avoir des demandes particulières. Et auquel cas, ces demandes particulières, tout en se référençant au fascicule 35, peuvent être inscrites dans un CCTP, comme on a l'habitude de le faire. Ce qui est intéressant, évidemment, et important, c'est qu'il faut qu'il y ait aucune contradiction entre le CCTP et tout ce qui aura été décrit dans le fascicule 35, si on y fait évidemment référence. Par contre, l'avantage, c'est que le CCTP peut déroger à certaines prescriptions du fascicule, et auquel cas, on doit rédiger dans le CCTP un dernier article qui fait référence, une liste exhaustive, récapitulative de l'ensemble des articles auxquels on aura dérogé dans le fascicule 35. L'avantage, c'est que ça permet, ça a déjà été dit, le fascicule 35, de pouvoir lisser vers le haut des compétences pour l'ensemble de la filière et l'ensemble du paysage, avec, encore une fois, je rappelle, le ministère de l'Environnement qui était quand même autour de la table aussi avec nous, donc c'est pas juste les professionnels, voilà, c'est tout l'enjeu, et du coup, de pouvoir y faire référence, pour moi, ça semble vraiment hyper important et essentiel pour les paysagistes concepteurs que nous sommes, tout en gardant la main sur certains points précis de projets que l'on est amené à définir, et auquel cas le CCTP, pour ça, fonctionne très très bien. Voilà. Vous évoquiez le ministère tout à l'heure, évidemment, qui est là aussi pour travailler, accompagner. Quelle était si je puis dire, la qualité d'écoute ou l'oreille sur ces sujets-là en particulier? Jean-Marc l'a dit tout à l'heure un petit peu quand vous lui avez posé la question sur le travail commun, mais ils ont été pour moi vraiment une pierre angulaire du dispositif, quoi. C'est-à-dire que l'artificialisation des sols, c'est pas juste un décret ou un problème, c'est tout ça. Et quand le ministère nous dit effectivement à nous essayer de faire en sorte que les sols soient le moins perméabilisés, que lorsque vous faites des projets, ça aille au bout, ça a résonné chez nous tous, paysagistes, concepteurs, entrepreneurs, maîtres d'ouvrage, etc. Parce que très clairement, je le dis toujours en rigolant, mais c'est vraiment fâcheux dans le temps. Quand on plante un arbre, on ne le plante pas pour que ce soit beau le jour de l'inauguration et qu'on coupe le filet bleu, blanc, rouge et qu'on ait la photo. Enfin, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que 20, 30, 40, 50 ans plus tard, l'arbre ait pu se développer en fonction du milieu dans lequel il se trouve. Et le ministère était complètement dans la même démarche. C'est un vrai travail commun, sincèrement, vraiment. Merci. Alors, l'autre point, enfin, un des autres points, c'est l'articulation avec la sous-traitance, qui est aussi évidemment un sujet et un enjeu. Là, Maître Salle, quels doivent être les repères du fascicule, du nouveau fascicule? En réalité, pour répondre à cette question, il faut simplement reprendre très rapidement ce qu'est la sous-traitance. La sous-traitance, en réalité, c'est la réalisation d'une partie du marché principal. Donc, vous comprenez tout de suite que dès lors que dans le marché principal, il y a contractuellement l'application du fascicule 35, eh bien, en cas de sous-traitance ou d'allotissement, bien évidemment, l'entrepreneur principal doit nécessairement respecter le fascicule 35. Et donc, à ce titre, il est applicable aux sous-traitants, y compris dans l'hypothèse où ce fascicule, vous voyez, n'est pas cité comme une pièce annexe au contrat de sous-traitance qui lie l'entreprise principale et le sous-traitant. Donc, à partir du moment où le contrat principal, maître d'ouvrage, entreprise principale, est soumis au fascicule 35, le sous-traitant, effectivement, devra également s'y soumettre. Donc, vous voyez, en réalité, ce fascicule 35, c'est un document du marché principal. Et donc, si le sous-traitant réalise une partie, il doit l'exécuter. Et donc, à ce titre, si vous voulez, on voit bien que c'est là où il y a la nécessité d'avoir une définition assez chirurgicale ou précise, évidemment, de l'allotissement, une définition fine de l'allotissement. C'est ce que demande aujourd'hui le nouveau code de la commande publique qui est paru, comme vous le savez, le 1er avril 2019.
sur la différente typologie des travaux. Donc, si on a recours à la sous-traitance, le sous-traitant doit respecter les éléments inscrits au marché, y compris, vous avez compris, le fascicule 35. Donc, par conséquent, il y a la nécessité de bien prendre en compte une vraie appréhension de ce texte par, évidemment, les maîtres d'œuvre, donc les paysagistes concepteurs, pour définir correctement les prescriptions relatives aux travaux. Vous voyez, ça pèse sur, évidemment, les maîtres d'œuvre. Donc, bien évidemment, juste un petit rappel, l'allotissement, il est obligatoire. Le Code de la commande publique pose comme principe l'allotissement. Et la dérogation, c'est le non-allotissement. Par conséquent, si le maître d'œuvre, le paysagiste concepteur, décide de construire le marché sans allotissement, il va devoir le justifier. Vous voyez, c'est une nécessité de justification et de motivation juridique pour ne pas avoir recours à l'allotissement. Donc, voilà un petit peu le rapport, l'articulation avec la sous-traitance. Merci, maître. C'est très précis. Merci. Alors, le point suivant, ça va être avec Jean-Marc Sipan du NEP. L'articulation là avec les règles de l'art, qui est là, évidemment aussi un sujet central. Alors, les règles de l'art ou les règles pro sont parfaitement compatibles avec les prescriptions du fascicule 35, dans la mesure où celles-ci, elles sont destinées à faire l'objet de formations professionnelles par les acteurs du secteur du paysage, et elles décrivent les règles pro, comment réaliser les prestations. Le fascicule 35, lui, décrit ce que doivent contenir les prestations. Les règles de l'art, elles interagiront et s'articuleront avec le fascicule 35. Donc, il n'y a pas de souci, ça se complète. L'ensemble fascicule 35 et règles pro ou règles de l'art, voilà. Évidemment, l'ancien fascicule 35 était en décalage avec les règles de l'art. Bon, évidemment, la révision a permis de remettre tout ça en phase. Juste comme ça, si vous citez un ou deux gros décalages que vous l'évoquez tout à l'heure, c'était par exemple lesquels? On a parlé des règles sur les produits phytosanitaires. Oui. Déjà, là, il y avait un décalage qui était même avec la réglementation. Mais il y avait aussi on a parlé de l'évolution est maintenant, dans la mesure du possible, de réutiliser les sols en place. L'ancien fascicule prévoyait pratiquement de la fourniture de terre végétale, etc. Donc là, il y a une évolution qui était assez forte. Un exemple, mais il y en a plein d'autres. Enfin, sur l'ensemble des points, voilà. On peut prendre un point sur les fournitures. Il y a eu toute une période où on faisait des paillages plastiques pour éviter le désherbage, favoriser Maintenant, on conseille fortement dans le nouveau fascicule des paillages organiques et d'éviter d'avoir ces paillages plastiques, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Merci. Alors, le point que tout le monde aussi souhaite, sur lequel on a besoin d'informations et d'éclairage, c'est évidemment l'articulation avec les documents financiers. Donc, vous aviez pour préparer ce webinaire là structuré sur 3 types de documents financiers. Donc, je suis avec vous, Olivier Striblen, donc de préciser donc ces 3 points en particulier. Oui. Donc effectivement, on a pensé que c'était intéressant de refaire une petite piqûre de rappel. Donc vous avez trois façons de chiffrer un marché et d'y répondre. La première qui est la décomposition du prix global et forfaitaire. Donc en fait, là vous avez un seul et même document auquel on se réfère avec une quantité qui est d'ailleurs pour information donnée à titre d'information par le maître d'œuvre. Les quantités doivent être vérifiées par les entreprises lorsqu'elles répondent au marché. Et puis ensuite, vous avez le BPU et le DQE, donc le bordereau de prix unitaire, et ensuite le détail quantitatif estimatif. Donc là, les choses sont en 2 morceaux. Le prix unitaire par poste, avec la description, et puis ensuite donc le devis de détail quantitatif estimatif qui correspond effectivement au prix unitaire et à l'ensemble des prestations en mètres linéaires, surface, unité, que sais-je, forfait, qui seront amenés à être rémunérés dans le cadre du marché. Ce qui est super important pour nous, c'est d'attirer l'attention aussi sur des éléments
important, entre autres, au niveau des forfaits. Je vais prendre le principe de l'entretien dont on reparlera aussi, puisque c'était vraiment une vraie problématique pour nous tous. Il est aujourd'hui hors de question qu'il y ait des forfaits regroupant, par exemple, entretien, et dans le chapitre entretien, tout est mélangé, c'est-à-dire vous retrouvez le désherbage, l'arrosage, tenir les tuteurs, etc. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte de détailler les lignes, jusqu'à un certain point, bien sûr, mais entre autres sur ce principe d'arrosage. Alors, c'est toujours difficile à chiffrer, on le sait tous, on travaille dans le milieu du vivant, donc il y a des saisons où on n'a pas besoin d'arroser en période estivale et d'autres où c'est une catastrophe, il faudrait quasiment y être tous les 8 jours. Donc, c'est pas forcément simple à chiffrer, je l'entends, mais ceci étant, c'est hyper important, en tout cas pour moi dans les marchés, que l'on ait bien ces lignes qui soient renseignées, qui permettent de bien expliquer au maître d'ouvrage que pendant les 2 années de finalisation, les choses vont être vraiment bien être prises en main. Voilà. Donc c'est un exemple, mais c'est vraiment important que les lignes que vous ferez apparaître dans vos CCTP sur des prestations complémentaires soient toujours référencées sur les documents financiers. Je pense que c'est ce qui fera la qualité et la durabilité de nos aménagements. En tout cas, on en était convaincus dans le groupe de travail. Donc ça peut modifier des habitudes un peu anciennes quand même, du coup. Je vous confirme. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est clairement plus possible pour le maître d'œuvre que je suis, je me permets, et les intervenants pourront me couper si j'ai dit une bêtise, mais très clairement pour la maîtrise d'ouvrage, pour les entreprises et pour le ministère, il n'est plus question qu'on plante des arbres et qu'on entende, après qu'ils soient par suite de non-entretien morts, et qu'on explique que ça coûte moins cher à remplacer plutôt que d'aller faire l'entretien et le développement de ce sujet. Enfin, c'est une hérésie. On ne peut pas planter des arbres qui ont en moyenne entre 5 et 20 ans d'âge et les laisser mourir parce qu'il n'y a pas l'entretien derrière, parce qu'on n'avait pas prévu qu'il fallait aller arroser. Enfin, je suis désolé d'être aussi simpliste, mais ça, c'est plus possible, quoi. Encore une fois, on ne dessine pas, on ne produit pas, on n'aménage pas des espaces pour que tout ça tombe en 3 mois. Non, c'est pas possible. Donc voilà, donc oui, ça va changer les pratiques, c'est certain. Ça va sans doute à certains endroits peut-être augmenter certains prix, oui, peut-être, mais toujours est-il qu'il faut le regarder sur le prix, le coût global du projet. Donc c'est exactement ce qu'on voit sur cette deuxième diapo, où on aura donc les prestations de base avec les décompositions exhaustives, et puis on y ajoute les options avec des prix détaillés pour chacune d'elles, et donc c'est ce qui permettra de faire les pièces financières du marché et qui décomposeront toutes les prestations et qui auront vraiment une bonne description pour une bonne réalisation. Voilà. Alors, il y avait 2 points, 2 questions à évoquer, donc avec Denis, qui est là, hein, Denis? Oui. Donc, oui, j'espère ne pas être déconnecté. Non, c'est bien, c'est bien. On vous voit et on vous entend, Denis. Il y avait 2 points, c'est comment appliquer finalement toutes ces nouvelles mesures sur des territoires et des collectivités aux moyens financiers très limités. Oui, c'est certain que ça s'est renforcé avec la crise Covid. Hein. Les moyens de certains territoires se retrouvent un petit peu limités. Mais je dirais que là, il faut aussi peut-être penser l'aménagement de manière un petit peu plus frugale. Hein, penser l'aménagement de manière plus frugale, ça peut aussi être une réponse d'ailleurs en matière de qualité environnementale. Alors ça peut passer par, on l'a vu, la conservation des milieux, des écosystèmes, le réemploi des sols. Tout ça, c'est des clés aussi économiques pour que l'aménagement coûte moins cher, pour répondre vraiment à une demande de nature en ville plus que d'aménagement paysager au sens, dans la pensée du siècle précédent. Et ça passe aussi par le raisonnement, dans la conception des tailles et de l'entretien globalement ultérieur. Voilà. Il y a plein de clés que propose le fascicule 35 pour un peu raisonner les coûts d'aménagement et de gestion. Est-ce que les nouvelles dispositions vont a priori occasionner des nouveaux coûts, hein, c'est de ça dont on parle, et comment imposer justement ces prescriptions, notamment en cas de sous-traitance? De fait, quand on contractualise avec une entreprise, les exigences s'appliquent aux sous-traitants, je crois que ça a été dit. Sur la question des surcoûts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une approche, c'est vrai qu'on a souvent l'approche, le coût du chantier. Voilà. Comme l'a dit Olivier, il faut approcher un coût globalement, c'est-à-dire que
l'exemple des arbres était très intéressant. Quel intérêt de réduire des coûts de création si derrière, il faut remplacer l'ensemble des plantes au bout de 3 ans aux frais du maître d'ouvrage. Donc, il faut vraiment avoir une approche sur l'ensemble là-dessus. Et ça, c'est de la responsabilité des maîtres d'ouvrage, d'avoir une approche globale du coût des chantiers et aussi de la qualité globale de la programmation, de la conception, de la réalisation et de la prise en compte des entretiens ultérieurs et de la qualité de ce qu'on réalise. Est-ce qu'il y a des sanctions de prévues ou qui sanctionne? De fait, les sanctions, elles sont prévues dans les pièces de marché. Elles ne sont pas forcément indiquées dans le fascicule 35, mais là, c'est plus les pièces administratives qui régissent ça. Je dirais que là, l'exigence de qualité qui transparaît dans le détail, qui va être expliqué ensuite sur les prestations pendant la garantie des végétaux, garantit aussi qu'on peut ne pas rémunérer des prestations qui ne sont pas faites. C'est aussi ça, un nouveau levier qu'on a dans le nouveau fascicule 35 par rapport à la réflexion, comme le disait Olivier, forfaitaire dans ce qui préexistait avant. Merci. Alors, nous sommes dans les temps, 10h50, bien dans les temps. Si on veut en effet après laisser un temps d'échange, parce qu'il y a pas mal de questions qui arrivent, et donc on veut vraiment pouvoir laisser le temps de cet échange. Le 4e et dernier chapitre, donc c'est qu'en est-il de la réception et des garanties, qui est évidemment un des sujets forts et importants. Donc là, l'important, c'est de faire notamment sur la réception en garantie l'état des lieux, notamment sur la réception des travaux. Donc là, c'est avec vous, Pascal. Peut-être un petit focus sur ces 3 points en particulier. Pascal Goudet, donc de... Oui, la réception et les garanties sont revues dans ce nouveau fascicule 35 pour éviter les contentieux dus aux multiples interprétations des modalités d'exécution. Le fait d'avoir un petit peu mieux phasé, d'avoir mieux calé l'ensemble des éléments dans ce fascicule 35 permettra d'avoir une vision tout à fait partagée entre le maître d'ouvrage et l'entreprise qui aura exécuté ces travaux. Donc, ça devrait éviter de nombreux contentieux. De garantir une rémunération à juste prix, puisqu'on l'aura prévu dès le départ sur l'ensemble des prestations à réaliser et sur la décomposition finalement des prix qui sera plus fine, on aura moyen de garantir cette rémunération pour les entreprises qui y travaillent, et puis de se rapprocher d'une procédure de réception de marché de travaux plus traditionnelle. Je voulais rajouter un petit point par rapport à l'élément qu'a soulevé Olivier et Denis concernant le coût global. C'est pas seulement un coût, c'est pas seulement une problématique de coût. Remplacer des arbres tous les 2 ans parce qu'ils sont crevés, c'est aussi pendant ce temps ils n'ont pas produit d'oxygène, ils n'ont pas lutté contre les îlots de chaleur. Voilà, à des époques où on voudrait que le végétal remplisse un rôle éminent autour de la ville nouvelle. Et le bien-être des citoyens et la santé des citoyens, chaque arbre qui meurt sur une plantation est un échec pour lutter sur ces problématiques. Donc il y a bien sûr une problématique de coût, mais il y a aussi un peu une obligation de résultat, ne serait-ce que par ce qu'on essaye d'annoncer, qui est que cette présence du végétal dans nos villes doit permettre une meilleure santé de nos citoyens et voilà, des apports tout à fait importants autour de tout ce que peut apporter cette végétation. En effet. Et du coup, merci. Sur la nouvelle procédure, donc toujours dans le domaine de réception et garantie, donc il y a donc une nouvelle procédure mise en place. Donc là, l'idée, c'est de faire le détail avec vous, Denis, sur ce point-là. Oui, donc la réception a été modifiée par rapport au principe qui préexistait dans le fascicule précédent. Et l'idée, c'est que la réception ait lieu vraiment à la suite de la réalisation des travaux et pas au bout d'une première période de garantie. Donc, elle est prononcée normalement juste après les OPR, enfin un mois après les OPR. Et elle est prononcée en fait sous réserve de reprise quand justement les travaux de finalisation dont on va parler après sont sollicités.
passer à la diapo suivante. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, oui, tout à fait. J'étais en train de regarder les questions qui sont en train de tomber sur le chat. Donc, on aura pas mal de questions. Il y en a déjà quelques-unes qui sont arrivées. On en reparlera tout à l'heure. Pardon. Donc oui, on va s'intéresser voilà. à la partie gauche donc de ce schéma-là jusqu'à la réception. Donc les travaux se déroulent normalement. Les travaux, donc on distingue en effet deux parties. On va dire une partie d'aménagement inerte et une partie d'aménagement vivant. Donc sur la partie vivante, les travaux de plantation se font de manière classique de mi-novembre à mi-mars. Et au bout de cette période de travaux, donc se déroulent les opérations préalables à la réception, comme le prévoient les règles de suivi. Et ils feront suite à différents constats. Donc un constat de réalisation des plantations. Voilà, on constate que les plantations sont bel et bien réalisées. Un constat qui peut suivre ou qui peut être en réserve de conformité variétale, donc qui doit avoir lieu, lui, en avril. On va vérifier que les plantations ont bien reprise sur leur première, liée au débourrement réellement des végétaux. Et on vérifie aussi que la conformité des végétaux est bien, enfin que les végétaux qu'on a commandés, les différentes actions, les variétés, les espèces, correspondent bien à ce qui a été commandé. Et ça peut être aussi l'occasion d'un constat de couverture des gazons, puisque les gazons sont traités de manière particulière, puisque sur les gazons, il n'y a qu'une garantie liée, après la première tonte. Donc ces OPR ont lieu, et donc la réserve, la réception, donc peut être signée donc à la suite de ces OPR et pas comme précédemment, comme j'ai déjà pu dire, d'une première période de garantie. Okay. Et à partir de cette réception, donc, par les périodes de garantie qui vont être détaillées ensuite. Est-ce qu'il y a des points en particulier sur lesquels il faut insister? C'est vrai que dans je pense que ce qui est essentiel, c'est que cette période de réception, en fait, on a peut-être un petit peu, on a souhaité l'avancer pour que puisse vraiment différencier bien ce qui est de la pure réception et de l'achèvement des travaux, et ce qui est de la garantie des aménagements inertes et des aménagements vivants. C'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire que on donne tout le poids, plus de poids peut-être qu'avant aux garanties. C'était l'objet aussi de ce nouveau fascicule, finalement. Oui, c'est un des objectifs. On l'a dit, le sujet qui va venir ensuite de la qualité du suivi de la garantie est clé. Puis, Pascal l'a bien dit, c'est pas qu'une question économique, c'est aussi une question de que les aménités apportées par le vivant soient réellement là, Bien sûr. Alors, sur le slide suivant, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, à l'instant, et là c'est avec Jean-Marc. Donc, en effet, sur la partie des travaux de finalisation, qui est cette étape, évidemment, déterminante et décisive. Le fascicule 35, quel est finalement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau et de plus? C'est ce qu'on dit et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a fait l'analyse de ce qui posait problème sur l'ancien fascicule et ce qui posait problème sur l'ancien fascicule, c'était notamment ces travaux qu'on appelait parachèvement et confortement. Pourquoi ils posaient problème? C'est parce qu'ils n'étaient pas toujours clairement rémunérés. Il y avait une ambiguïté il y avait un entretien qui n'était pas forcément clair derrière les travaux de plantation qui étaient jusqu'au mois d'octobre, puisque la réception ne se faisait qu'au mois d'octobre. D'où la réponse et l'explication de l'avancement de la réception derrière les travaux de plantation, et ce qui, on va le voir après dans le schéma après, quand on va revenir sur le schéma après, mais qui déclenche les travaux qui sont post-plantation. Et ces travaux post-plantation, on a appelé ça travaux de finalisation, ce qui est assez clair, c'est-à-dire que on a réalisé le chantier. Pour que ce chantier soit complètement finalisé et livrable, il est nécessaire dans notre métier d'avoir un suivi que l'on a estimé par défaut sur 2 ans et que l'on appelle travaux de finalisation. Et la différence aussi, c'est pour que ce soit très clair, c'est que ces travaux de finalisation
ne sont dus par l'entrepreneur que si les pièces financières du marché en prévoient le coût. Comme ça, il y a une grande transparence et on ne peut pas dire que l'entretien n'est pas prévu, les travaux de finalisation ne sont pas prévus puisqu'il y a le coût qui est clairement identifié. Ça permet aussi une transparence à l'analyse des offres. Et c'est la même chose pour l'arrosage. L'arrosage doit faire l'objet d'une ligne financière qui prévoit l'arrosage. Et etc. pour d'autres, comme l'avait cité Olivier, d'autres options que peut être le désherbage, etc. Et ces travaux de finalisation, donc, ils commencent dès la réception. La durée est fixée dans les pièces particulières du marché. Et s'il n'y a pas de durée de fixée, ben c'est la durée par défaut qui s'applique. Dans le cas du fascicule 35, c'est 2 ans. Ainsi, les travaux de finalisation, comme va l'expliquer Olivier, je pense, dans le schéma suivant, ils se superposent à la GPA. Alors Olivier, c'est à vous de prendre le relais là sur ce slide. On continue de le dérouler sur cette nouvelle procédure. Oui, donc Denis et Jean-Marc viennent de vous expliquer toute la procédure jusqu'au niveau de la réception. Donc, ça peut paraître étonnant, mais on est partis tous d'un constat et de cette approche, de l'approche suivante. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que, grosso modo, tous les végétaux en avril auront débourré. Pour certaines rares variétés, on pourrait ne pas être sur une fleur de bien constater, je ne sais pas, moi, qui fleurirait en juillet, on ne pourrait pas constater en avril, bon, on irait voir la conformité variétale. Ceci étant, la quasi-totalité des végétaux, la totalité des végétaux auront débourré, donc on pourra dire au mois d'avril que les végétaux ont bien repris, partant du principe que cette bonne reprise, elle est liée au fait quand même que la pépinière a bien élevé son arbre, qu'elle l'a bien arraché, qu'il a été bien transporté, qu'il a été bien livré, qu'il a été planté dans le sol et dans une fosse de plantation digne de ce nom par l'entreprise, qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que l'arbre ne pouvait pas repartir. Il débourre, ou alors il a eu un coup de gelée entre les deux, et donc là, effectivement, sur l'arbre, on a un sujet. À partir de là, en tous les cas, ça veut dire que l'entretien, donc la finalisation, commence à ce moment-là. Et vous verrez dans le fascicule 35, on vous a remis les différentes pages, là, des pages 64 à 66, allez voir, mais ce qu'il peut y avoir, on ne l'avait pas sur le diapo, Benoît, mais dans le fascicule 35, voilà, en page 65 et 66, vous avez différents schémas qu'on a pu essayer d'élaborer tous ensemble pour être sûr que la finalisation commence bien au moment où les végétaux ont repris. Là aussi, financièrement et surtout écologiquement, et merci Pascal d'avoir rebondi sur mon propos de cette façon, voilà, du côté vivant, arrêtons de parler argent 2 minutes, même si c'est le nerf de la guerre. Au niveau du vivant, on est sûr à partir de là que derrière, c'est bien une partie d'entretien qui doit commencer et pas simplement un flou artistique comme ça existait trop souvent avec le fascicule 35 précédent, et qui pouvait mettre en conflit le maître d'ouvrage, l'entreprise et le maître d'œuvre. Voilà, donc là, les choses sont très bien définies, elles déroulent, je pense, beaucoup plus facilement, parfaitement et en toute transparence pour tout le monde, avec une vraie réussite normalement au niveau de la partie entretien, donc pour le bon développement des végétaux. Dans le fascicule, il est question notamment de réaliser les constats de reprise et de conformité variétale en avril. Pourquoi avril ? Parce que tout le végétal, ou quasiment, enfin, tout le végétal aura débourré. Donc, on sera sûr que le végétal n'était pas mort. On n'a pas planté un arbre ou un arbuste mort. On a bien planté quelque chose de vivant. Et est-il précisé que dans le fascicule 30, le paysagiste concepteur doit avoir aussi une mission sur ce temps d'entretien des végétaux et pas seulement l'entreprise qui réalise les plantations, c'est ça? Oui, alors cette problématique-là liée à la maîtrise d'œuvre, elle n'est absolument pas. On nous avait déjà posé d'ailleurs la question précédemment au premier webinaire, donc je vais un peu me répéter, en tout cas dans la tendance. Ce n'est pas le fascicule 35 qui gère la rémunération des prestations du paysagiste concepteur. C'est un autre vrai gros sujet d'ailleurs, je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a un vrai sujet sur ce point-là. Ceci étant, charge à nous aussi, sur la base de ce fascicule 35, d'expliquer à nos maîtres d'ouvrage, donc les publics vont vite le comprendre et se l'emparer, mais
on l'évoquait, le fascicule 35 peut aussi servir, et à mon avis doit servir de base sur les marchés privés. Donc c'est à nous aussi, à nos maîtres d'ouvrage privés, d'expliquer notre prestation et ce qu'on est capable de faire pour l'aider ou qu'il souhaite nous confier ou pas, mais du coup, il en prend la responsabilité. Voilà, en tous les cas, le fascicule 35 ne gère pas les postes de rémunération du maître d'œuvre. J'en profite juste pour redire quand même sur la révision du fascicule 35 que dans la précédente édition, le paysagiste concepteur, ou comme on se faisait appeler avant architecte paysagiste, n'apparaissait pas. C'est-à-dire que dans ce nouveau fascicule 35, les répartitions, elles sont bien tripartites. C'est-à-dire maître d'ouvrage, maître d'œuvre et l'entreprise. Avec des responsabilités qui nous incombent, très clairement définies. Donc ça, pour moi aussi, au niveau de la profession, c'est une grande avancée. Merci Olivier. Donc sur ce point-là, est-ce qu'il y avait un mot où on arrive au terme de cette première partie du webinaire, hein, avant les échanges? Alors là, on vous a mis en conclusion les 5 bonnes raisons d'utiliser le fascicule 35, donc révisé, hein, et applicable depuis mi-octobre 2021. Avant de vous donner les 5 que vous pouvez lire et qui sont qu'on a souhaité, que les intervenants, le groupe de travail a souhaité mettre en avant, hein, qui sont intégrés en effet les enjeux sociétaux et environnementaux. Mais ça a été très souligné, hein, dans les dernières interventions. Intégrer les évolutions techniques et réglementaires. Donc là, Maître Salle nous en a donner un peu certains contenus et pas mal de précisions, définir un langage commun à tous les acteurs. Donc ça, c'était, si j'ai bien compris, l'objet quand même, presque le point de départ du travail qui a été fait par le groupe de travail, justement, hein, de ce langage commun à tous les acteurs pour arriver à un document lisible par tous. Ensuite, détailler toutes les prestations et assurer la transparence des coûts. Alors, les coûts, on en a parlé à l'instant, hein, et détailler toutes les prestations, je crois que c'est une des choses qui fait la différence entre l'ancien et le nouveau fascicule, puisque là, si on le regarde, en effet, on a un découpage très précis qui permet en effet d'être dans des cas concrets. Et enfin, 5e point de la conclusion, qui est le cadre, qui est de poser un cadre qui doit éviter les risques juridiques, qui étaient malheureusement peut-être assez fréquents ou plus fréquents avant. Et en tout cas, là, l'idée, c'est de faire en sorte de les éliminer au plus possible. Est-ce que, et là c'est une question à nos intervenants, sur ces 5 points, sur ces 5 bonnes raisons d'utiliser le fascicule 35, est-ce qu'il y a un d'entre vous qui souhaiterait peut-être rebondir ou en tout cas mettre 1 ou 2 points en particulier? Moi, je vais intervenir. Je pense que ça, c'est les 5 bonnes raisons et c'est clair. Ce qu'il faut, il y a 2 choses quand même, et Olivier vient de le dire. C'est l'ensemble de la filière. Il y a maintenant d'intégrer dans le fascicule 35 des responsabilités qui ne sont pas que pour les entrepreneurs du paysage, mais aussi pour les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage. Et je pense qu'on va peut-être le définir dans certaines évolutions. Donc ça veut dire que il est important pour moi que chacun qui est concerné par les marchés publics prennent connaissance du fascicule 35 et le lisent. Ça devient maintenant impératif pour qu'ils puissent y faire référence dans ces marchés et que ça s'applique. Je pense que c'est le point vraiment important. Merci. Un autre point, peut-être Maître Salle? Ça, alors, pour le coup, comme on est sur un nouveau document, pour moi, l'intérêt d'utiliser le fascicule 35, au-delà des dimensions du contenu qui est technique, c'est que juridiquement, on est sur un document qui est bien plus lisible, qui permet au pouvoir adjudicateur, j'ai envie de dire, d'être moins hésitant dans la définition des besoins, parce qu'ils vont pouvoir épuiser ce qu'ils veulent. Et je trouve que c'est un document, quand on voit son aspect juridique pur, il est lisible véritablement avec une bien plus grande intelligibilité. Et je trouve que c'est un document qui est rassembleur, c'est-à-dire qui n'est pas que dans un sens, qui convergent tous pour, comme vous le disiez tout à l'heure, l'intérêt du vert, l'intérêt des végétaux. Et donc, pour moi, on est en janvier 2022, il y a un intérêt majeur à l'appliquer pour vite prendre les choses en main
que ce soit du maître d'ouvrage, du paysagiste concepteur maître d'œuvre et de l'entreprise. Donc pour moi, il y a un intérêt juridique parce que d'abord, c'est un texte qui est vraiment rationnel et vraiment intelligible par rapport à l'ancien. Merci, maître. Merci. Alors, je regarde le chat, Stéphanie, et je vois beaucoup de questions. Je demande à nos intervenants de se mettre sur le chat parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Alors, le chat, c'est juste un fil qu'on partage entre intervenants, mais dont les questions sont reprises de la possibilité de nos inscrits et inscrites de poser leurs questions. Donc, je vois que Stéphanie en a mis un certain nombre, donc qui vous concernent, je pense, à peu près tous. Donc, ce que je vous propose, là, il est 11h10, donc on a encore du temps, et je pense que, vu le nombre de questions, c'est bien d'avoir ce temps d'échange et de pouvoir y répondre. Donc, ce que je vous propose, c'est de remonter le fil. Je vais partir parce que là, on est à 10-12 questions à peu près, donc je vais remonter la file des questions, voilà, sur le chat, et je vais les prendre dans l'ordre chronologique des premières jusqu'aux peut-être les plus récentes, en essayant de ne pas en oublier. Et si jamais vous en voyez que j'aurais oublié, n'hésitez pas à répondre. Je pense que ça va être important de pouvoir y répondre. Voilà, pardon, merci pour avoir… donc, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions en utilisant l'onglet « Questions ». Voilà, donc, alors, j'en ai une là donc Stéphanie, une question de Bénédicte Cusimberch. Pour la fin, les entreprises sont rémunérées pour participer à cette phase de sourcing, point d'interrogation, car elles apportent une expertise et ne sont pas sûres d'être retenues par la suite. Vous voulez que je réponde à cela ? Oui, je veux bien. Alors, sur l'aspect sourcing, études et échanges préalables, et c'est bien le sujet, pour répondre à cette question, les entreprises consultées, les entreprises qui remettent des pré-programmes, les entreprises qui vont même remettre des plans avec un niveau relativement, une échelle assez grande, c'est justement la question. Nous, quand on a commencé les praticiens et les gens qui font la doctrine à observer ce texte, bien évidemment, c'est écrit dans le code de la commande publique, mais ils se sont bien gardés, et c'est bien logique, juridiquement, on s'était bien gardé dans la rédaction, dans la légistique, la rédaction du texte, de prévoir une rémunération. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est clair, le sourcing ne fait l'objet d'aucune contrepartie financière de paiement de prix. C'est vraiment un acte hors achat, si l'on peut dire, vous voyez, hors commande, qui est un acte préparatoire à la commande, mais c'est hors commande. C'est-à-dire qu'on reste dans une relation pré-contractuelle. Et évidemment, ça pose une vraie question. On ne peut pas être rémunéré parce que vous le comprenez bien. Et c'est la logique de la commande publique, c'est la contrepartie, si vous proposez une prestation et que cette prestation elle est rémunérée, ça constitue un prix, ça parfait le contrat et ça aurait dû faire l'objet, vous le connaissez par cœur, d'une publicité et d'une mise en concurrence. Vous voyez ? Par conséquent, pas de rémunération dans le sourcing. Alors, soit on accepte de jouer le jeu, soit effectivement, vous avez raison, c'est délicat. Merci, maître. Alors, une autre question d'Emmanuel Caillard. Donc là, je descends le fil. Voyez-vous déjà un effet concernant les analyses préalables de sol ? Ce volet évolue-t-il réellement dans les pratiques ? Qui pour répondre ? Je vais peut-être pas répondre sur si c'est pratique, mais c'est quand même assez récent et c'est drôlement important. Et c'est là que on évoquait justement une responsabilité nouvelle des maîtres d'œuvre, par exemple, ou des maîtres d'ouvrage, puisque dans l'évolution de l'ancien fascicule et du nouveau fascicule, pour pouvoir utiliser les sols en place, il faut aussi savoir comment sont faits ces sols en place. Et l'entreprise qui répond, dans le délai de réponse, n'avait pas le temps de faire une analyse du sol, d'avoir les résultats de l'analyse et de prévoir les amendements ou les corrections qui sont à faire. D'où l'idée du groupe de travail de dire il est nécessaire que les analyses soient réalisées au préalable et apparaissent dans les pièces du marché de façon à ce que les entrepreneurs qui répondent puissent prendre connaissance des sols en place et apporter
selon les demandes du CCTP ou des pièces financières, les amendements qui sont à prévoir pour avoir un sol qui soit correct et assure le développement durable des plantations. Alors, est-ce que c'est déjà utilisé? Il faut un certain temps de latence, je pense, entre la parution du fascicule 35 et la réalisation des nouveaux dossiers qui sortent en maîtrise d'ouvrage pour que ce soit inclus. Mais voilà, je laisse peut-être au maître d'ouvrage et maître d'œuvre de compléter la réponse. Oui, moi je peux la compléter un petit peu sur le fait que effectivement c'est un sujet qui est un peu nouveau, mais qui est là aussi indispensable. Et finalement, il rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure sur la qualité à long terme de nos aménagements. L'intérêt de continuer à mettre un arbre juste en ayant fait un trou, en le posant là, sans vérifier une seconde ce qu'il y avait dans le sous-sol, c'est quelque chose qu'il faut qu'on bannisse demain de nos pratiques pour être certain que cet arbre sera là. Moi, j'irai plus loin que ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, pas pour 50, pour 30 ou 50 ans, mais dans 100 ou dans 150. On a aujourd'hui dans nos villes un certain nombre d'arbres qui sont issus, qui sont centenaires. C'est ceux qui sont dans des sols qui ont été de qualité et qui ont été mis dans des bons endroits. C'est pas ceux qui sont dans des sols pollués, abîmés ou des remblais qui ont été faits de briques et de brocs. Donc, je pense que c'est vraiment une question fondamentale. Il va falloir effectivement qu'on envisage bien les coûts qui sont nécessaires à ça. Le sous-sol pour un arbre est aussi important que la place qu'il a dans la partie aérienne. Je compléterai aussi ma réponse par rapport à tout à l'heure parce que il y a des sols qui ne seront pas réutilisables. Et pour constituer le marché, il est nécessaire que le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre qui constituent le marché, si les sols ne sont pas réutilisables, il peut le savoir lui-même déjà à travers l'analyse et à ce moment-là prévoir l'apport de terre végétale extérieure. C'est l'analyse qui va guider celui qui construit les pièces du marché pour savoir s'il doit prévoir de la fourniture ou s'il n'a pas à en prévoir. Et c'était une problématique à l'heure actuelle des fois que l'on pouvait trouver dans les marchés pour savoir si on devait prévoir de la terre ou pas pour les entreprises qui répondaient. Là, ça devrait pouvoir être levé de façon plus transparente au préalable. Merci. Alors, d'autres questions. Troisième question, je les prends comme ça au fur et à mesure qu'elles déroulent. Troisième question pour la fin. Donc, elle est de Pierre Gaillard. Une dérogation à une règle générale du fascicule 35 non mentionnée dans un document particulier, le type CCTP, est-il réputé non applicable lors de l'exécution du marché? Alors ça, c'est les règles classiques. On en revient. Pour le coup, c'est les règles classiques qui s'appliquent entre CCAG et CCTG. L'articulation entre, d'une part, le CCAG, les CCAP, et le CCTG, donc le fascicule 35, et le CCTP. La réponse, elle est claire sur ce sujet. Ça fait l'objet de beaucoup de contentieux qu'on connaît en marché public. C'est que dès lors que vous avez une disposition du fascicule qui est reprise dans le document, mais que le justement le CCTP et ou le CCAP ne reprend pas comme étant une dérogation, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Eh bien, il n'est pas applicable. Il n'est pas applicable. Il y a vraiment cette obligation d'avoir un récapitulatif des éléments du fascicule auquel on déroge. S'il n'y a pas un document récapitulatif explicite, il n'y a pas de dérogation. D'accord. Bon, ça aurait été… Voilà. Peut-être si je peux compléter sur cet aspect-là, c'est aussi dans la conception même des CCTP, il peut être intéressant, enfin, si tout le monde est d'accord que le nouveau fascicule 35, la nouvelle version, est une version de qualité, de repenser l'écriture des CTP et de plutôt que de réécrire complètement le CTP, de venir compléter le fascicule 35 des éléments qui sont spécifiques à la commande, à la collectivité, il faut remettre d'ouvrage ou à la commande spécifique pour éviter ce genre de contradiction entre les pièces. Voilà. Oui. Et aussi pour réduire la production de papier tout bêtement. C'est ça. Pour rebondir sur ce que dit Denis, pour le coup, comme on a un document qui est rationnel, intelligible, et bien plus partageant, pédagogique et effectivement unifiant, homogène, la logique commanderait que ça aide justement. Oui, c'est pour ça qu'on disait que ça va aider tout le monde. C'est que a priori, et moi je le vois dans d'autres documents, parce que les CCAG, on pourra en reparler, c'est que les CCTP, ils vont être moins disaires, ils vont être moins dérogatoires. Parce que précisément, comme les choses sont bien écrites dans le fascicule, l'idée c'est qu'il y ait le moins de dérogations possible dans les CCTP et qu'on fasse plutôt référence aux fascicules, vous voyez ce que je veux dire, dans les CCTP, avec éventuellement une petite amodiation, une petite modification d'adaptation, mais pas de dérogation ni de reprise. Donc l'idée aujourd'hui,
c'est qu'on pense aspirer à des CCTP qui font davantage des éléments qui font référence au fascicule plutôt que des documents développés et conséquents. Merci, maître. Quatrième question de Benjamin Fouchard. Est-ce que le fascicule 35 donne des principes de découpage des lots, donc voir le contenu des prestations dans chaque lot, pour aider les maîtres d'ouvrage à bien présenter leur marché? Sinon, où trouver cette info? Quelqu'un peut-il répondre à cette question? On peut essayer, mais enfin, je pense pas que dans le fascicule 35, il y ait d'éléments réellement là-dessus, parce que ça relève plutôt là, réellement du code des marchés publics qui incite à l'allotissement. Oui. Ok, cinquième question de Jean-Christophe Clairbois. Et ainsi, le remplacement de l'arbre la dernière année ne sera plus d'actualité. Bon, est-ce que c'est une question? Cette dernière question porte sur les travaux de finalisation. Bon, on l'a évoqué, je crois. Sixième question, l'entretien durant la première, deuxième et troisième année imposera donc une augmentation du délai des travaux. Comment est distinguée la phase de travaux de la phase entretien? Comment se passera le paiement des subventions pour les collectivités? Question de Benoît Moutenay. C'est une question qui avait été évoquée parce que il y avait les collectivités évoquées, et après je laisserai peut-être Denis et Pascal y répondre, mais il était évoqué la question des travaux d'investissement et de maintenance. Et il est clair que dans le cadre du fascicule 35, les travaux de finalisation font partie de l'objet du marché. C'est-à-dire que on a réalisé ces travaux-là. Clairement, quand on regarde le fascicule 35, les travaux de finalisation ne se trouvent pas dans l'entretien. Ils se trouvent dans la création. Ils se retrouvent dans le prolongement de la création. Après la réception, vous avez les travaux de finalisation. Ça fait partie de l'ensemble de la prestation qui doit être livrée. Et donc, c'est inclus dans les budgets d'investissement. Et c'est dans ce sens-là que ça a été réalisé dans le cadre du fascicule 35. Et les travaux d'entretien, qui ne font après, ou des marchés de travaux d'entretien qui ne sont pas dans le cadre des travaux de finalisation, par contre, là, risquent de rentrer dans des travaux, évidemment, des travaux de maintenance. Oui, je confirme. Hein, donc, on est bien là dans la prolongation de la partie investissement, ce qu'on appelle dans les budgets des collectivités. Hein, donc, c'est bien toute cette finalisation produit le fait que cet arbre pourra, ou ces végétaux pourront se développer correctement, c'est vraiment indispensable à ce bon démarrage. Et donc, c'est bien dans les budgets d'investissement que sont pris ces travaux de finalisation. Et l'autre partie de la question, peut-être que si j'ai cru comprendre qu'il y avait, c'était est-ce qu'il est possible d'avoir des travaux de finalisation sur 3 années? Je crois qu'il me semble avoir compris. C'est ça, oui. Il faut déroger au fascicule. Alors, par défaut, dans le fascicule 35, on a mis 2 années de finalisation, mais il peut très bien y avoir dans le CCTP de prévu 3 années de finalisation. Et à ce moment-là, ça veut dire aussi que dans les pièces financières du marché, il faudra prévoir 3 années de travaux de finalisation, première année, deuxième année, troisième année, première année d'arrosage, deuxième année d'arrosage, troisième année d'arrosage, etc. S'il y a du désherbage dans les pièces financières. Et comme ça, il faut déroger au CCTP pour avoir 3 années de finalisation et qui peuvent rentrer dans l'investissement à ce moment-là. Ok. Merci. Alors, il y a une 7e question qui est assez longue que je vais dire. J'ai vu que Pascal a proposé d'y répondre. Donc, c'est une question d'Élodie Detournay, qui est assez large. Merci pour l'analyse de remplacement des végétaux. Alors, question, mieux rémunérer l'entretien, ou qu'il soit plus qualitatif pour avoir de bons résultats, mais à combiner avec la diminution des moyens financiers et humains. L'articulation entre les deux est une vraie question. Et pardon ? C'est tout à fait une vraie question, je confirme. Mais là aussi, par rapport aux propos que j'ai tenus tout à l'heure sur une vision un peu globale et un objectif de résultat,
Est-ce qu'il n'est pas logique d'arriver à financer un peu mieux ces travaux de finalisation, en tout cas de les financer au juste prix et d'être sûr du résultat, plutôt que de devoir replanter voilà, 1 fois, 2 fois ou 3 fois ces végétaux. Je rappelle quand même que dans des végétaux urbains, souvent, on plante des arbres relativement gros, hein, qui ont parfois 10 ans, 15 ans de pépinière avant d'arriver là. C'est-à-dire que chaque mortalité d'un seul de ces végétaux, c'est 10 ans foutus en l'air de travaux par un pépiniériste d'abord, le travail de préparation du sol fait par une entreprise qui est là aussi mise à mal, et on recommence tout à zéro, on repart à zéro. Donc, la vraie question, ce sera comment on a plutôt un jeu de comptable quelque part, que des budgets qui s'évaporaient par des malfaçons, quasiment, on pourrait appeler ça comme ça, ou par des pertes, pourraient se recentrer sur une certitude d'un bon résultat. C'est vraiment ça l'enjeu de demain. Alors, je mets une pièce aussi dans quelque chose qui serait à débattre certainement pour le futur, mais peut-être qu'il y aurait des budgets à aller chercher ailleurs pour financer ces garanties-là, ces sécurités. Bah, typiquement, je vous évoquais tout à l'heure la santé publique. Si cette présence de ce végétal améliore la santé des gens, peut-être qu'il y a moyen d'avoir des baisses du coût de dépenses de santé et que ces baisses peuvent être réimputées sur la qualité de la façon dont on plante ces végétaux. Voilà, ça pourrait être un des sujets, mais il pourrait y avoir dans nos collectivités, peu à peu, un certain nombre de passerelles financières qui se mettent en place parce que des coûts qui ont été évités permettent de replacer les dépenses aux bons endroits. Merci Pascal. Alors, 8e question de David Weiss. En matière d'arrosage, qu'en est-il d'arriver à garantir la responsabilité, d'arriver à garantir la responsabilité de l'entreprise pour les apports d'eau lors du confortement, le maître d'œuvre est dépendant du coup de la qualité de la description des options en matière d'arrosage. Je comprends pas trop la question. Enfin bon, clairement, dans le nouveau fascicule, ce qui est assez clair, c'est que dans les travaux de finalisation, la ligne de l'arrosage doit être scindée. Elle doit faire partie d'une ligne spécifique qui prévoit l'arrosage la première année, la deuxième année, de façon à ce que le coût soit bien identifié, de façon à ce qu'il y ait une certaine transparence sur les prévisions que prévoit l'entrepreneur pour assurer son arrosage qui représente un certain coût. Après, dans le fascicule 35, sur le suivi d'arrosage, les choses sont décrites. Sur les arrêtés préfectoraux et la responsabilité, c'est aussi décrit dans le fascicule 35. Donc, quand on reprend l'ensemble du fascicule 35 sur les questions qui se posent sur l'arrosage, je pense qu'on a les réponses qui y sont apportées. Et si on le suit, normalement, la logique fait que on a essayé d'éviter tout litige, comme c'était un peu toujours notre fil conducteur aussi dans le cadre de la réécriture de ce fascicule 35. Merci Marc. Alors, 9e question assez courte et claire et simple. Sur combien d'années faut-il garantir la reprise des arbres? Ça, je peux répondre peut-être, ça c'est vraiment la discrétion, je dirais, de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. Là, le fascicule 35 prévoit 2 années, hein, comme le reste des végétaux. Après, évidemment, on peut déroger ou compléter ce qui est dans le fascicule 35 et prévoir une période plus longue si j'ai nécessaire. C'est vrai que globalement, Pascal l'a un peu dit, plus la taille de plantation est importante, plus il y a un risque de non-reprise sur la longueur dans le temps. Donc, c'est vrai que si on commence à planter des arbres au-dessus de 30-35, on peut s'interroger sur la prolongation, une 3e ou une 4e année de la garantie et des travaux de finalisation sur les arbres. Ok, merci. Merci, Denis. Alors, une question là aussi courte, 10e question de Pierre Gaillard. Si on plante en octobre, la réception se fait-elle 35 jours après la plantation ou au mois d'avril suivant? Voilà, je peux peut-être répondre, mais alors, si on plante en octobre,
ou même novembre. En fait, l'objectif, pour bien faire comprendre le visuel qu'on a montré, c'est d'être sûr que le végétal soit reparti. Donc, en fait, on fait bien un constat de plantation, de réalisation conforme au marché. L'entreprise a mis les arbres en place, les végétaux, on constate que tout ça a été fait et que c'est conforme. Par contre, pour être sûr que ce soit bien reparti, il faut attendre ce mois d'avril. Donc, c'est à ce moment-là que la phase de finalisation rentrera en ligne de compte. Donc, en clair, pour être bien clair, vous plantez, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, lorsque tout le travail a été fait, vient constater que ça a été réalisé. Donc, pour dire c'est bien en place. Par contre, pour constater que les végétaux sont bien repartis et qu'il n'y a pas eu un choc en amont sur, je sais pas, une motte qui aurait gelé ou quoi ou qu'est-ce, ça se fait en avril sur le schéma qu'on a présenté tout à l'heure. D'accord. Et du coup, la précision sur les 35 jours? Oui, parce que là, c'était… Si on plante en mars, il faut au moins laisser passer 35 jours, c'est ça? C'était ça dans l'idée du travail de groupe qu'on avait monté, et spécifiquement, encore une fois, sur le visuel, mais je reviens, j'ai plus les numéros de page que je citais tout à l'heure, la 64, 66, 64, mais voilà, on a essayé de mettre, je sais pas si on a mis toutes les possibilités, mais voilà, on a essayé de décliner en plusieurs possibilités, oui, c'est ça, de page 64 à 66. Parce que vous avez des marchés qui peuvent s'étendre sur 2 périodes en ce qui nous concerne sur le travail du vivant. Hein, on se retrouve à avoir fait les gazons, livré les gazons, et puis on n'a plus le temps du tout de planter. Du coup, les gazons ils sont bien réceptionnés, le travail commence, et après la plantation, ça sera sur la période suivante. Voilà. Là, il y a également une question, la 11e, sur qui est un sujet qui revient sur la réception du chantier. Une question de Sabine Albinet. Je ne comprends pas le schéma. Il y a réception sous réserve de reprise. Donc, c'est du coup la date de réception du chantier au bout de 2 ans. Donc, il n'y a pas de réception définitive. L'entreprise doit quoi? En fait, il y a, pour être peut-être plus clair que tout à l'heure, en fait, il y a 2 sujets. Il y a le sujet du vivant et du non-vivant dans la réception, et le sujet de la souscription ou non des travaux de finalisation. Donc, sur le vivant et le non-vivant, on peut envisager, s'il y a un gros décalage de date entre les travaux de plantation et l'achèvement des parties inertes, de faire une réception partielle, c'est-à-dire qu'on réceptionne ce qui est inerte et on attend les dates pour réceptionner les bonnes dates pour réceptionner la partie vivante. Ça, c'est la première partie de la réponse. Ensuite, selon qu'il y a eu ou non souscription des travaux de finalisation, donc s'il n'y a pas de travaux de finalisation, donc il y a le constat de reprise et de conformité variétale qui finalement met fin à la garantie. On constate que ça a repris, que c'est conforme, la garantie s'arrête là, ça retourne en gestion classique. S'il y a bien souscription des travaux de finalisation, rémunération, détail, etc., tout ce qu'on a pu dire, là, en effet, la réception se fait sous réserve de reprise. Et voilà, il y a les 2 ans de garantie et les remplacements qui peuvent être liés, l'entretien, l'arrosage, le désherbage, etc. et les remplacements qui peuvent être dus dans la période de garantie. Je suis désolé, j'ai été éjecté, j'ai eu une coupure, je n'ai pas tout entendu. Mais ce qui est clair, c'est que la réception, elle peut être prononcée, mais avec des réserves. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait le constat de reprise au mois d'avril, il y a une réception qui est prononcée, qui déclenche des opérations GPA, etc. Mais la levée des réserves de la réception ne peut se faire pour les plantations qu'au mois d'avril. Enfin, voilà, et par exemple, pour des gazons, il y a plusieurs schémas qui l'expliquent. Mais la réception peut être faite avant que le constat de reprise soit fait. Dans ce cas-là, elle est sous réserve du constat de reprise. Je ne sais pas si c'est ce qui a été dit. Mais… Oui, tout à fait, oui. Question courte de Didier Pinsonnet. Les notions de plantes de service sont-elles prévues dans le fascicule 35? Est-ce que cette question inspire l'un de vous?
Non. Je ne comprends pas trop ce qu'on entend par la notion de plante de service. Bon. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un truc qui m'échappe. Alors, je voulais, voilà, donc Didier Pinsonnet. Bon, on verra plus tard. Alors, question de Sophie Laurent. Comment cela se passe-t-il pour les marchés pluriannuels en cours? Donc, la garantie des végétaux étant allongée d'1 an, faut-il faire un avenant pour revoir les prix des végétaux avec l'ensemble des entreprises du fait de cet allongement? Mais le fascicule 35 ne touche pas, enfin le nouveau fascicule 35 ne touche pas des marchés qui ont été mis en place préalablement. Préalablement au mois d'octobre, tout à fait, oui. D'accord. Question de Fabienne Morel. Pour certaines espèces, il est préférable de planter en sol réchauffé. Comment intégrer ces spécificités? Ouais, je l'ai lu tout à l'heure, ça. Pour moi, il y a un moment donné, c'est la bonne intelligence des choses. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a essayé de faire dans le fascicule 35. Donc, sur certaines plantes, si effectivement la plantation est nécessaire en avril ou en mai, on peut repartir sur le même schéma de constater que la reprise est bonne un mois plus tard. Enfin, voilà, mais c'est quelque chose de spécifique que vous pouvez effectivement à mon sens, introduire dans le CCTP, quoi. Voilà, c'est une variété précise. C'est évoqué dans le fascicule 35, hein. C'est évoqué, puisqu'il y a certaines variétés qui se plantent l'été, par exemple, et ça a été évoqué, et donc le fonctionnement fonctionne pareil, hein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une réception, comme le disait Olivier, un mois derrière, et sous le constat de reprise, et après, il y a le démarrage de l'entretien. Mais les cas spécifiques ont été précisés. Ok, alors il y a une question là peut-être un peu plus précise, parce que le sujet évidemment de la garantie et de réception des travaux, une question de Pierre Gaillard, schéma page 27, donc c'est ce schéma sur lequel on est, là, la nouvelle procédure réception et garantie. Page 27, la différence entre la notion de garantie de parfait achèvement incluant le remplacement des végétaux d'1 an et la notion des garanties végétaux de 2 ans par défaut. Au bout de la 2e année, les végétaux morts ne sont-ils pas à remplacer? Bon. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, ça dépend en fait si on a souscrit ou pas les travaux de finalisation. C'est-à-dire que de fait, si on n'a pas souscrit les travaux de finalisation, il y a tout de même une garantie de parfait achèvement sur les éléments inertes et le remplacement des végétaux qui est dû suite au constat de reprise et de conformité variétale. D'accord. Donc c'est dans ce cadre-là. Après, si on a souscrit les travaux de finalisation, évidemment, c'est bien la garantie des travaux dans les travaux de finalisation qui prévaut parce qu'elle est beaucoup plus forte. Ouais, c'est précisé dans le fascicule 35 d'ailleurs. Il y a un article qui précise que si les travaux de finalisation n'ont pas été prévus dans les pièces du marché, l'entrepreneur est libéré de la garantie des végétaux. C'est précisé dans le fascicule 35. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'en faire une lecture complète pour avoir bien toutes les réponses et comprendre comment ça fonctionne, quoi. Alors, juste, je vois que Pierre-Antoine Thévenin nous a dit on a répondu à la question sur les plantes de service. Voilà, donc c'est tout bon. OK. Question de Pierre Herry. Alors, on arrive au bout des questions, en tout cas sur le chat. Je n'ai pas regardé celle qui était sur les questions, mais je ne prends celle que du chat pour l'instant. Question donc de Pierre Herry. Si les taux de reprise indiqués page 67 du fascicule 35 ne sont pas atteints à la fin des 2 années de travaux de finalisation, que se passe-t-il? Y a-t-il prolongation d'1 année des travaux de finalisation aux frais de l'entreprise? Alors, les taux de reprise qu'évoque la nouvelle version du fascicule 35 ne concernent que le constat de reprise et de conformité variétale, le premier. D'accord. Après, c'est du remplacement. Si jamais il y a une volonté du maître d'ouvrage d'appliquer des garanties de reprise au-delà, ce sera dérogatoire au fascicule 35. D'accord. Écoutez, sauf erreur de ma part là, sur la chat, on est arrivé au bout des questions, donc on en a eu, je pense, une bonne quinzaine au moins. Je n'en vois pas d'autres. Il est 11h40 quasiment, donc on n'est pas loin du terme. Ce qui est important, alors est-ce que aussi, et là c'est une question à vous intervenants, ça fait sur les points qui ont été soulevés là, est-ce que vous voyez des choses qui reviennent et qui vous font dire qu'il faut continuer de démocratiser, de bien expliquer le fascicule? Enfin, est-ce qu'il y a des points qui vous semblent saillants aujourd'hui à travers certaines de ces questions?
et qu'il va falloir, entre guillemets, rabâcher, hein, expliquer pour bien faire entrer dans les, comment dire, dans les mœurs et dans les pratiques le fascicule 35. Jean-Marc, je dirais que tout a été dit. Ce qui est important de savoir, c'est que depuis le 16 octobre, c'est le nouveau fascicule 35 qui s'applique quand on y fait référence, et il n'est plus question de l'ancien. Et donc, il est quand même nécessaire de connaître ce nouveau fascicule 35, puisque c'est lui qui s'applique quand on y fait référence dans les nouveaux marchés qui sont sortis après le 16 octobre. Enfin, c'est un peu la conclusion que je pourrais dire, et que le maximum des acteurs sachent que quand il y a la référence au fascicule 35, c'est le nouveau qui s'applique. Après, voilà, je pense qu'on a tous intérêt aussi autour de nous à faire en sorte de dire, bah, attendez, prenez connaissance enfin, de développer la connaissance de ce fascicule 35 auprès des connaissances que chacun peut avoir et qui travaillent sur le sujet. Très bien. Je vois un message de Stéphanie. Pouvez-vous rester en ligne pour que l'on prévoie une visio pour répondre à toutes les autres questions? Bon, apparemment, il y a beaucoup de questions qui sont posées. En effet, n'hésitez pas à voter vos questions. Est-ce qu'il y en a qu'on n'aurait pas vu arriver? Bon, ce qui est important de dire, en tout cas, à l'ensemble, est d'abord de remercier nos intervenants. Merci beaucoup pour la qualité des échanges et des réponses, parce que malgré tout, c'est une nouvelle ère pour ce fascicule 35. Je ne sais pas, est-ce qu'il ne sera pas réécrit avant 20 ans, selon vous, le fascicule 35, nouvelle version? Est-ce qu'il faudra attendre encore 20 ans pour le réécrire ou le mettre à jour comme le précédent? Dans l'absolu, c'est avoir une longue vie. Dans l'absolu, c'est possible. Ouais. Pour vous faire une comparaison avec des documents qui sont de même nature, les CCAG, comme vous savez, les cahiers des clauses administratives générales qu'on pratique tous les jours quand on répond à la commande publique, il y en avait un qui datait de 76, vous vous en souvenez, réforme 2009. Ok. Et là, donc 76-2009. Et là, vous voyez, il y a une accélération quand même dans le cadre de l'inflation de production de normes. 2009, nouveau CCAG travaux et maîtrise d'œuvre, justement, qui est sorti le 1er avril 2021. Donc, vous voyez, 1er avril 2021. Donc, 2009-2021. On est sur du 12 ans, alors qu'on est dans une période de grande inflation législative. Tout à fait. D'accord. Alors voilà, donc on est sur le dernier slide. Retrouvez donc le fascicule 35 ainsi que toutes les réponses à vos questions donc de ce webinaire donc sur le site de l'UNEP. Donc là, évidemment, vous l'avez en www.lesentreprises-du-pisage.fr/fascicule-35/ voilà, sur lesquels donc vous retrouverez, donc là on est à 1h41, donc ce qui fait un bon webinaire. Donc l'ensemble de ces échanges du webinaire sera donc à retrouver sur le site de l'UNEP. Voilà, j'imagine qu'il y aura aussi d'autres échanges avec vous entre professionnels sur toutes ces questions. On a encore quelques minutes, peut-être un mot de conclusion pour chacun d'entre vous. Voilà, une phrase, 2 phrases. Avant qu'on se dise au revoir. Écoutez, moi je peux juste dire qu'il est urgent de s'emparer du fascicule 35 et d'en faire bon usage. Je pense sincèrement qu'on a pour toute la profession et la qualité des paysages qu'on réalise et qu'on entretient derrière un très bel outil qui correspond aux problématiques en tous les cas de ce début de siècle, c'est certain. Voilà. Merci Olivier. Oui, moi je peux dire la même chose, que les maîtres d'ouvrage vont s'en saisir, que notre association fera le relais pour que l'ensemble des collectivités qui lancent des marchés publics autour de ces travaux d'aménagement du paysage s'y réfèrent bien, et qu'on pense que c'est effectivement un outil co-construit de qualité et qui va nous permettre d'engager des travaux autour du végétal dans nos villes et dans nos plus petites communes aussi, de qualité et durable. Merci Pascal. Peut-être Maître Salle. Oui. Moi, c'est la même chose. J'en avais parlé tout à l'heure sur la mise en œuvre de ce document.
Un document nouveau, il faut s'en emparer. Et moi, je le vois pour le coup dans les pratiques des collectivités et des acheteurs. Plus on s'empare rapidement d'un document, et plus, étonnamment, plus il est bien mis en œuvre. En gros, ce que je constate dans d'autres branches du droit et par analogie, lorsque les collectivités tardent à prendre en main et en application un document, une nouvelle norme, une nouvelle règle, eh ben, il reste inéluctablement, résiduellement, des éléments qui ne sont pas appliqués. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. En fait, il y aurait un lien entre la rapidité à laquelle on s'empare d'un texte et l'analyse approfondie et sérieuse qu'on en fait. Donc moi, j'encourage vraiment les trois protagonistes, paysagistes, concepteurs, les entreprises évidemment et les maîtres d'ouvrage, à s'en emparer le plus vite possible, parce que quand on se dit on s'en empare vite, en général, je constate, c'est qu'on le fait bien. Merci, maître. Denis, et puis on finit avec Jean-Marc. Oui, c'est vrai que je rejoins tout ce qui a été dit et j'espère, moi, qu'en tout cas, le fascicule, il répondra au mieux aux attentes des différentes maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et aux entreprises, donc aux acteurs de la filière. Et c'est vrai qu'il y a un autre usage un peu détourné, mais qui est vraiment important du fascicule 35, c'est que la référence qui est créée sert aussi dans une forme de pédagogie. Ça a été un peu dit par Jean-Marc, voilà, pour tous les jeunes qui sont formés, qui s'inspirent dans leur première rédaction du fascicule 35. Donc j'espère que aussi, sous cet aspect-là, on aura permis vraiment de faire évoluer le document vers la qualité, vers une prise en compte pleine des objectifs de transition écologique que nous avons aujourd'hui. Voilà. Merci Denis. Écoutez, le mot de la fin, Jean-Marc. Je pense que tout a été dit. Je pense mais clairement, on a tous les interlocuteurs qui sont présents là. Ils sont tous unanimes pour dire que c'est un référentiel commun et tout le monde y adhère. Maintenant, quoi dire de plus? Je pense que clairement, ça peut faire monter en compétence l'idée, et que tout le monde est d'accord, c'est de faire monter en compétence les acteurs, de faire monter en niveau les qualités des prestations et éviter les soucis juridiques. Désolé, c'est jamais agréable. Donc, je pense que oui, il faut s'en emparer, et puis il faut le faire savoir. Et il est téléchargeable sur le site de l'UNEP et aussi sur d'autres sites, je pense. Le webinaire sera aussi téléchargeable. Et je pense qu'il y aura aussi une réponse aux questions qui sont posées, s'il y en a quelques-unes sur lesquelles on n'a pas répondu là. Mais voilà, oui, et Maître Sall l'a bien dit, il faut s'en emparer dès maintenant. Et je pense qu'il a raison sur le sujet. Et je pense que c'était peut-être une problématique de l'ancien, qui était peut-être aussi rébarbatif. Il a mis des années à être pris en main. Et je pense que là, il faut accélérer sa prise en main. Merci, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à nos intervenants. Si on était dans une salle, il y aurait des applaudissements, mais bon, là, nous sommes sur un webinaire, donc c'est beaucoup moins expressif. Donc, nous sommes au terme. Donc, en effet, comme l'a dit Jean-Marc, ce webinaire va circuler, j'espère. Il va être donc rediffusé. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne journée. Je vous renouvelle les vœux, nos meilleurs vœux pour 2022. Et puis peut-être un prochain rendez-vous, puisque je pense qu'on n'a pas tout à fait fini de parler du fascicule 35, même si sa cote de popularité ou son utilisation va se faire évidemment croissante, et d'autant plus après ce type d'événement. Voilà, un grand merci à tous. Claire, nous sommes au terme de cet événement, et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. À bientôt, merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à tous.